Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce webinaire sur les lignes de covoiturage et les réseaux d'autostop organisés. On va commencer dans quelques minutes. Je vois que des participants arrivent, le nombre augmente, donc on va pouvoir patienter 1 minute et puis on va démarrer ensemble. Bonjour Héloïse, est-ce que tu m'entends? Bonjour Marie, c'est parfait, on t'entend très bien. Ok, Le parfait. son est clair et voilà, tu peux rester là si tu veux, ça ne nuit pas à la visibilité. D'accord, très bien. Bon, eh bien, je propose qu'on commence cet événement. Je vois que les participants augmentent encore. En tout cas, on est très content de voir qu'il y a eu un engouement important pour ce sujet. On est déjà à 150 participants et on en attend encore plus. Donc, on va pouvoir commencer avec un programme qui est assez dense. Ce qu'on vous propose comme format ici, c'est d'abord de revenir sur l'état des lieux du Fonds vert. C'est un webinaire qui est organisé pour vous faire part des différents projets qui sont éligibles au Fonds vert, de son avancement. On va en parler du futur Fonds vert également. Ensuite, on aura le CEREMA et Honoré Roulant qui nous délivrera ses conseils sur les projets de covoiturage, lignes de covoiturage et autostop, comment réussir son projet. On aura 3 lauréats qui viendront nous parler de leur retour d'expérience ou plutôt des futurs projets qui vont être lancés grâce au Fonds vert dans les prochains mois. Et on va se ménager un temps de réponse aux questions d'environ 20 minutes pour que vous puissiez nous poser vos dernières questions avant de vous lancer dans vos projets de lignes et d'aires de covoiturage. Alors, je vais commencer sans plus attendre, ça fera venir les prochains, sur l'état des lieux du Fonds vert. Donc, le Fonds vert, pour rappel, vous savez, c'est une mesure qui a été lancée il y a maintenant plus de 6 mois dans le cadre du plan covoiturage et qui est doté de 2 milliards d'euros pour la transition écologique avec un axe sur le développement du covoiturage, également sur le soutien au déploiement des zones à faible émission mobilité. Et donc, dans ce cadre, on a une éligibilité possible des projets de lignes de covoiturage et de réseaux d'autostop organisés. Donc là, pour être plus clair sur ces financements possibles, si vous êtes déjà allé sur Aide Territoire et sur le volet Fonds vert, vous avez vu qu'on a tout un panel d'aides disponibles. Et donc, il faut à chaque fois aller voir dans les différents portefeuilles les projets éligibles. Pour vous faciliter la tâche ici, si vous parlez de lignes de covoiturage et d'air, il faut aller voir le volet sur les accompagnements du déploiement des ZFEM. Et ici, vous aurez la possibilité de financer autant des études préalables à la mise en place de lignes de covoiturage, uniquement si c'est une étude ou une ligne qui a vocation à faciliter l'accès aux zones à faible émission mobilité. Et également, vous avez la possibilité dans la classe 5 de faire cofinancer des projets d'achat d'équipements, d'aménagement et donc des aménagements de voirie pour développer des infrastructures covoiturage, dont les lignes. Les cofinancements, on va en parler après, ils peuvent aller de 20 à 80%, même si aujourd'hui c'est plutôt de l'ordre de 50%. Sur le volet, déployer le covoiturage sur son territoire, donc là c'est un autre axe du Fonds vert. Vous allez avoir là aussi la possibilité de financer soit des études, soit des travaux d'infrastructure et d'équipement de vos aires de covoiturage, ici aussi vos lignes de covoiturage et de vos arrêts d'autostop, soit même des frais de fonctionnement des lignes de covoiturage dans une limite de 3 ans. Afin de permettre de pérenniser des lignes existantes. Et on va voir, on a déjà des projets qui ont bénéficié de ces cofinancements de frais de fonctionnement.
Enfin, vous avez aussi un volet qui vous permet de soutenir l'ingénierie pour la mise en place de ces projets, donc avoir un appui à l'émergence de ces projets en amont, mais aussi à sa mise en œuvre, voilà, pour l'animation de lignes et d'aires de covoiturage. Je pense qu'Honoré en parlera, mais ça fait partie des objets importants de ces projets, de soutenir aussi le fonctionnement. Petit bilan aujourd'hui, donc à plus de 6 mois de lancement de ce fonds vert, on a donc 28 nouvelles lignes qui sont financées grâce au fonds vert covoiturage et ZFE, qui sont réparties donc ici. Ça correspond à une enveloppe de 5 400 000 € versés, et ça, c'est autant pour les nouvelles lignes que pour le fonctionnement. Vous voyez, on a détaillé en termes de fonctionnement, on a aussi cofinancé le fonctionnement des lignes telles que celles de Rennes, telles que celles de PNGF et Cœur de Savoie, du SMAG. Donc les taux de subvention sont environ souvent autour de 50%. On a des un peu plus faibles à 25%. C'est important de l'avoir ça en tête sur le conseil initial de 20 à 80%. En réalité, on est plutôt sur des cofinancements à 50%. Et je viens maintenant aussi sur les arrêts, les réseaux d'autostop organisés, là aussi éligibles, et donc avec des cofinancements qui sont de la même manière entre 20 et 55% dans les faits. On a 8 créations ou financements de fonctionnement de réseaux d'autostop depuis le début d'année, et ça correspond à un budget ici bien moindre de 100 000 € versés. Donc ça, c'est l'argent total du subventionnement fonds vert. Ça s'explique par des projets qui sont beaucoup plus légers en termes d'infrastructure et d'animation que les lignes de covoiturage. Et je vais finir ma petite présentation avec une bonne nouvelle. Vous l'avez peut-être vu passer, mais le fonds vert est reconduit en 2024. Donc, vous allez pouvoir de nouveau faire cofinancer des projets de lignes de covoiturage, notamment, et d'arrêt d'autostop. Ils feront partie des projets éligibles. Maintenant, on est au moment où on définit les conditions du fonds vert 2024, mais a priori, on aura des conditions qui seront plutôt similaires à celles de 2023. En tout cas, il n'y a pas de doute sur le fait que les lignes de covoiturage et arrêt d'autostop seront éligibles de nouveau. Voilà pour la présentation fonds vert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Vous avez un chat qui est disponible tout à droite de votre écran. Je vais essayer d'y répondre déjà par écrit, et puis on les prendra pendant le temps de questions prévu de 20 minutes. Et je vais laisser Honoré, si tu veux, présenter à ton tour tes précieux conseils. Merci beaucoup, Héloïse. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, Honoré Roulant, je suis chef de projet sur les mobilités partagées au CEREMA, dont fait partie bien sûr le covoiturage. Déjà, je me réjouis de vous voir si nombreux aussi sur ce sujet qui visiblement intéresse beaucoup et puis questionne beaucoup. Et puis je remercie par avance aussi les intervenants qui ont bien voulu accepter de présenter leur projet. Je vais commencer donc pour ces recommandations et questionnements un petit peu du CEREMA sur comment finalement, quelle bonne pratique est-ce qu'on peut avoir avant de se lancer dans un projet de ligne de covoiturage ou de réseau de stop organisé. Je vais pas revenir sur ce que c'est. Je pense que ça commence à être maîtrisé par quasiment tout le monde. Donc je vais pas repartir sur une définition. Quelques petits éléments pour introduire, c'est qu'avant de se lancer dans un projet plus généralement de covoiturage, l'idée c'est quand même de bien identifier à la fois les objectifs poursuivis, les objectifs de politique publique. Donc est-ce qu'on vise de la massification via du report modal? Du report modal, c'est toujours intéressant aussi de savoir finalement, mes futurs covoitureurs, est-ce que je veux les capter sur des anciens autosolistes, ou est-ce que je suis prêt à accepter qu'il y ait d'autres modes de les capter sur le transport collectif? Ça peut poser des questions. Est-ce que c'est pour du droit à la mobilité? Est-ce que je souhaite offrir une solution de mobilité pour des personnes qui n'en ont pas? Est-ce que c'est pour sécuriser des pratiques existantes et puis rendre certaines pratiques plus simples? Une deuxième question à poser, c'est quels sont les futurs usagers du service, leur répartition spatiale et temporelle de leur déplacement. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça revient un petit peu quand même à une analyse des flux de déplacement et d'identification du potentiel. Identifier les contraintes auxquelles ils sont confrontés, les contraintes économiques, bien sûr, familiales, physiques. Si les personnes ne sont pas en capacité de conduire, évidemment, ça changera leur perception du covoiturage. Ça peut être aussi des contraintes professionnelles.
notamment voilà, s'il y a du travail en horaire décalé. Donc, il y a quand même cette idée aussi voilà, de connaître un petit peu les cibles du service de covoiturage. Et enfin, s'il existe déjà une offre existante sur le créneau, autrement dit, voilà, quelle est l'offre de mobilité actuelle sur mon territoire et comment je positionne ce nouveau service, que ce soit une ligne de covoiturage ou un réseau d'autostop organisé, dans le cadre de ce nouveau service. Voilà, une première slide aussi, toujours un petit peu en amont, hein, vraiment du projet, c'est d'identifier le potentiel, dont j'en parlais tout à l'heure, hein, l'analyse des usages et des flux actuels. Ça peut passer via des données INSEE, donc que ce soit par exemple la mobilité professionnelle, des choses comme ça. Il y a aussi le registre de preuves de covoiturage. Vous avez mis une carte, par exemple, que le CEREMA a réalisée pour la région Pays de la Loire, qui permet de reconstituer finalement les trajets, les axes empruntés par les covoitureurs. Alors, c'est évidemment uniquement ceux qui sont recensés via le registre de preuves de covoiturage, mais ça permet d'identifier certaines polarités, certains axes qui potentiellement peuvent préfigurer des lignes ou des arrêts d'autostop. Je note aussi en termes de ressources assez importantes, ce sont les enquêtes mobilité certifiées. Donc ça passe. Voilà, l'inconvénient de ce type d'enquête, c'est qu'elles sont, on va dire, assez peu régulières et que donc voilà, elles donnent un état des lieux assez statique sur la pratique du covoiturage. Vous avez également les données de trafic routier. Voilà, qui peuvent être intéressantes. Et puis, il y a une nouvelle chose que côté CEREMA, nous, on aimerait bien aussi creuser, ce sont les mesures du taux d'autosolisme. Il y a récemment eu le 4e baromètre de Vinci sur la mesure de l'autosolisme. Et côté CEREMA, on est assez convaincu que ce type de dispositif peut permettre d'en savoir plus sur la pratique et sur l'analyse des usages et des flux actuels. Donc, ça fait partie voilà, vraiment des moyens techniques. Et puis, on a aussi la possibilité de faire des concertations, des enquêtes citoyennes. C'est quelque chose d'assez important, à la fois pour l'analyse des usages et des flux actuels, mais aussi pour bien connaître les besoins des futurs usagers. Quand on positionne un arrêt, que ce soit d'autostop ou sur une ligne de covoiturage, il faut évidemment vérifier qu'il correspond aux attentes des futurs usagers. Évidemment, l'analyse des pôles générateurs de déplacement, hein, ça revient aussi à connaître l'analyse des usages et des flux actuels, hein, mais bon, j'ai noté voilà, zone d'emploi, université, gare routière, ferroviaire, de covoiturage, tout ça, ça fait partie vraiment de la connaissance de votre territoire qui est indispensable avant de monter un projet de ligne ou d'autostop organisé. Voilà, sur les points d'arrêt, plutôt sous forme de questionnement donc, que de recommandations. Voilà, les questions qui peuvent se poser, ça peut être comment aménager le point et quelle hiérarchisation. Donc, quel type d'espace public privilégié pour les implantations? Est-ce qu'on est vraiment en bord de route? Comment est-ce qu'on l'aménage? Est-ce qu'on fait une encoche ou pas? C'est ce type de questions qui vont pouvoir se poser. Est-ce qu'on fait un arrêt aussi? Quels équipements et quelle signalétique? Donc, est-ce qu'on met en place un panneau statique? Est-ce qu'on met en place un panneau à message variable? Évidemment, les coûts derrière ne sont pas les mêmes et donc voilà, il faut arbitrer en fonction des coûts et des besoins du territoire. Notamment la prise en compte de la sécurité. Comment est-ce qu'on prend en compte la sécurité des usagers? On est souvent quand même sur des axes sur lesquels il y a quand même un certain flux, hein. L'objectif, c'est d'avoir une masse critique de potentiels conducteurs qui passent. Donc, on est sur des axes assez fréquentés. Évidemment, ça pose des questions en termes de sécurité pour la prise et la dépose des passagers. Un point qui me semble très important, c'est l'accès et la diffusion de ces arrêts. Comme je viens de le dire, ils sont souvent sur des axes quand même assez fréquentés. Et une des questions qui se posent, c'est finalement, comment est-ce qu'on réalise les derniers kilomètres, soit pour rejoindre mon domicile, soit pour rejoindre ma destination, dans un sens, ou comment est-ce que je me rends à l'arrêt de covoiturage. Donc ça implique une vraie réflexion autour de l'accès à ces arrêts, à la fois les cheminements, donc les modes actifs, y compris les trottinettes, hein, parce qu'on se rend compte aussi que finalement, quand on va covoiturer, on ne peut pas mettre son vélo dans la voiture. Donc on constate quand même une assez forte pratique de la trottinette, hein, donc en intermodalité. Et ça pose la question de l'intermodalité qui est possible, avec par exemple la mise en place de box vélo sur un arrêt qui permet de faire des allers-retours entre un domicile et un arrêt de covoiturage, ou entre un lieu de travail et un arrêt de covoiturage.
Est-ce que je fais des intermodalités entre guillemets voiture autosoliste, ligne de covoiturage, auquel cas voilà, ça peut être intéressant de positionner des arrêts en lien avec des aires de covoiturage. Quelle intermodalité avec les arrêts de transport collectif. Donc voilà, c'est ce type de questions qu'il faut se poser. C'est vraiment au cœur, je trouve, des sujets quand on veut mettre en place ce réseau, un réseau d'autostop ou de lignes de covoiturage, c'est l'accès à la diffusion aux points. Et dernière chose, c'est ce qu'on intègre ces points dans une application numérique. Évidemment, le référencement, c'est indispensable. Hein. Si personne n'est au courant du positionnement des arrêts, évidemment, ça va poser problème en termes d'usage. Donc, c'est le strict minimum. Et la question, c'est est-ce qu'on fait quelque chose de plus dynamique via, par exemple, des applications, de l'information en temps réel sur s'il y a des passagers qui attendent ou pas, des choses comme ça. Et est-ce qu'on distribue des incitatifs financiers, hein, cette notion d'application aussi, d'intégrer une ligne ou un réseau d'autostop à une application, voilà, ça peut permettre de distribuer des incitatifs financiers, donc c'est pas non plus négligeable. Un rapide point sur la complémentarité avec les transports collectifs. Donc, elle peut prendre un petit peu deux formes. C'est-à-dire que soit la ligne ou les origines destinations desservies par le réseau d'autostop sont parallèles à des offres existantes, soit elles ne le sont pas. Si elles ne le sont pas, il y a voilà, on a quelque part trois types de complémentarité possibles. La desserte de nouvelles origines destinations. Pour aller desservir des territoires sur lesquels on a jugé que le transport collectif n'était pas forcément pertinent. L'intermodalité covoiturage et transport collectif, hein, donc l'idée d'avoir des arrêts finalement communs covoiturage et transport collectif. Je vous ai mis un exemple qui est assez particulier puisqu'il est au sein d'une grande métropole, mais donc on a l'arrêt de la ligne covoiturage à Lane qui est en correspondance avec le métro à Lyon. C'est un exemple un petit particulier. Et puis, vous avez également, dans le cas où on ferait une ligne, entre guillemets, parallèle à une offre de transport collectif, comment est-ce qu'on articule les deux avec une complémentarité temporelle. Ça peut être une offre complémentaire en heure creuse ou offrir de la capacité supplémentaire. Je vous ai mis l'exemple de Tag & Car quand même pour vous montrer que ce n'est pas non plus quelque chose d'évident. Tag & Car, c'était un service qui était mis en place vers Grenoble. C'était une expérimentation qui a pris fin en 2018 et qui était donc une ligne de covoiturage qui avait été adossée finalement totalement à une ligne de transport collectif et qui permettait soit en heure creuse, soit entre deux bus de faire du covoiturage. C'était adossé à une application et c'est une solution qui n'avait pas très bien marché avec une masse critique qui n'avait pas été atteinte. Donc voilà, vigilance quand même sur ce type de complémentarité, c'est quelque chose à vraiment réfléchir à l'avance. Communiqué animé, je vais passer très rapidement parce que c'est vraiment quelque chose j'ai envie de dire commun à tout type de service de covoiturage et loin d'être spécifique au réseau d'autostop organisé ou aux lignes de covoiturage. Voilà, je rappelle simplement que ça peut se faire, il y a quand même des choix à faire sur, ça passe par une agence de mobilité, parce qu'on souhaite passer par les employeurs, les structures sociales, les opérateurs de covoiturage, donc il y a plusieurs types de façons de communiquer et d'animer. Peut-être un peu plus spécifique, on va dire, aux réseaux de stops organisés et aux lignes de covoiturage, c'est la création de communautés locales d'utilisateurs. C'est quelque chose qui marche assez bien, qui peut parfois s'appuyer sur les réseaux sociaux si le public s'y prête bien, on va dire. Et une dernière chose en termes de questionnement, recommandations, c'est de permettre l'adaptabilité et d'évaluer son dispositif. Voilà, je le rappelle, covoiturage, ça reste quand même une pratique assez marginale. On est sur un taux d'occupation qui reste encore très très faible en France. On observe des faibles usages quantitatifs, donc il ne faut pas s'attendre non plus à des résultats très rapides sur ce type de dispositif. Il faut donc avoir des objectifs assez clairs. Je vous ai mis un chiffre qui est peut-être pas forcément très représentatif parce que c'est vraiment un cas très particulier, mais de 150 trajets par jour, évidemment, sur l'ensemble de ces dispositifs, on est beaucoup moins haut en termes de fréquentation. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des échecs. Et puis, comme on est sur quand même en phase un petit peu expérimentale, on doit pouvoir prévoir des réaménagements, de pouvoir déplacer des arrêts d'autostop si on se rend compte qu'ils ne fonctionnent pas, de pouvoir les élargir, de pouvoir il y a un enjeu à avoir des solutions quand même qui sont adaptables et qu'on puisse faire évoluer au cours du temps. L'évaluation des usages, donc très importante. Ça permet notamment de savoir comment se déplacent mes usagers.
Donc des usages qualitatifs, qui, pourquoi, comment, pour quel motif, quel report modal, j'en ai parlé un petit peu en introduction. Est-ce que c'est des usagers qui viennent du train, du transport collectif? Est-ce que c'est des usagers qui étaient d'anciens autosolistes? Ça permet aussi de savoir si ils ont des pratiques intermodales. Est-ce qu'ils se rendent sur une aire de covoiturage en voiture, et puis l'aire de covoiturage est aussi un arrêt de covoiturage, donc ils covoiturent ensuite. Donc il y a tout un tas de pratiques qui sont très importantes à connaître pour une collectivité qui souhaite se lancer sur ce type de dispositif. L'opinion sur les aménagements et la signalétique, c'est quelque chose aussi qui peut être demandé lors d'enquêtes. J'ai rajouté les publics non prévus et l'usage de l'espace public non prévu, non adapté. Évidemment, qu'on va faire un arrêt, on peut avoir aussi du stationnement un peu sauvage, des voitures ventouses, ce type de choses. Donc c'est aussi le genre de choses qui est difficile à anticiper. Il faut quand même pouvoir s'adapter à ce type de cas. Et puis une dernière chose, c'est l'adaptation à l'apparition d'autres offres, que ce soit les transports collectifs, les voies réservées, les aires de covoiturage, les parcs de stationnement, le covoiturage planifié. L'idée, c'est quand même d'intégrer ce projet de ligne ou de réseau de stop organisé dans une stratégie plus globale de covoiturage, qui prend en compte, par exemple, le covoiturage planifié. L'idée, c'est d'avoir covoiturage planifié, réseau d'autostop organisé, ligne de covoiturage, quelque chose d'assez intégré, d'avoir une politique un petit peu globale qui permette justement de réfléchir à l'adaptation à d'autres offres et d'avoir une vision d'un peu plus long terme sur quelle est la place du covoiturage sur mon territoire. Voilà, j'en ai terminé, Héloïse. Et puis, du coup, je vais laisser la parole aux personnes qui ont bien voulu faire un retour d'expérience sur leur projet. Ouais, super, merci beaucoup Honoré. Bon, je pense que là, avec tous ces conseils, on a déjà un bon tour d'horizon, des bons réflexes à avoir avant de se lancer. On en parlera après, ce n'est qu'un apéritif vers d'autres ressources qui sont mobilisables tout au long de votre projet. Et on va pouvoir effectivement passer au retour d'expérience. Merci à nos 3 intervenants qui se sont rendus disponibles et lauréats. Et on va commencer par le pôle métropolitain du Genevois français et Ludovic Antoine, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Oui, alors merci en tout cas pour nous faire intervenir au niveau du pôle métropolitain. Peut-être donc en 10 minutes rappeler, donc effectivement on a bénéficié déjà de fonds verts sur 2023 et sur 2024, c'est prévu également, sur l'axe covoiturage. Peut-être juste en introduction, présenter rapidement notre territoire. Donc on est situé, le pôle métropolitain du Genevois français est situé à l'interface entre la partie suisse et la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc à cheval sur le département de l'Ain et sur le département de la Haute-Savoie. Donc ça représente au total 430 000 habitants au sein de l'agglomération transfrontalière du Grand Genève. Donc on a des spécificités particulières liées au caractère transfrontalier de l'agglomération, qui fait qu'on a effectivement des taux de croissance et de déplacement très importants et un niveau de dépendance à la voiture qui est supérieur à la moyenne nationale et qui du coup nous a amené aussi à œuvrer assez massivement en faveur du covoiturage. Précisément sur le covoiturage, alors bon, c'est pas très attrayant ces tableaux, mais c'est peut-être juste pour vous dire qu'on a déposé un certain nombre de dossiers pour le fonds vert sur l'année 2023, donc qui concernaient finalement l'ensemble des axes, enfin des sous-axes de l'axe covoiturage, donc qui concerne aussi l'incitation financière sur l'année 2023, et puis des lignes de covoiturage dynamique que je vais évoquer juste après, sur différents secteurs, ainsi qu'une ligne de covoiturage type autostop organisé sur une autre partie du territoire du Genevois français. Et puis on a également une plateforme générale qui s'appelle covoiturageléman.org, qui recense l'ensemble de l'offre, les bons plans, etc. Et là-dessus, on a effectivement aussi demandé une contribution. Donc, en tout cas, on remercie les services de l'État parce que ça allait vraiment très, très vite. Je crois que c'est la première fois qu'on a eu un arrêté attributif de subvention 3 semaines après avoir déposé le dossier. Donc, c'est du jamais vu. Donc, ça, c'est vrai que c'est à souligner, en tout cas, sur la réactivité. Donc, merci encore. Et puis, les dossiers qui sont indiqués en rouge concernent finalement... les dossiers que l'on va déposer
et qui sont relatifs plutôt à l'exploitation, à la communication, et toujours liés à l'exploitation et le suivi des lignes de covoiturage sur les prochaines années. Comme le disait Honoré, effectivement, c'est toujours mieux qu'on met en place une stratégie de covoiturage pour mettre en place ensuite des lignes de covoiturage dynamique. Donc on a réalisé une stratégie covoiturage à l'échelle Grand Genève il y a 3 ans, qui comporte 4 leviers. Donc on a un premier levier qui est lié aux incitations financières. Donc ça, je vais l'évoquer très rapidement après, mais ce n'est pas forcément l'objet du webinaire. Un volet communication et animation à travers la plateforme de covoiturage Bassin Lémanique Covoiturage Léman, je l'évoquais. On a également tout ce qui est aménagement de points de rencontre, aires de covoiturage. Donc là, on a une trentaine d'aires de covoiturage qui font également office de parking relais. Et puis des projets aussi d'aménagement qui viennent en complémentarité finalement avec les applications qui sont là plus sur la mise au réseau. Et nous, on travaille davantage sur l'espace public pour offrir des conditions de mise en relation qui soient plutôt correctes. Et puis, sur les infrastructures, donc on a les lignes de covoiturage dynamique. Et également, je ne l'ai pas mentionné ici, des voies réservées de covoiturage, donc qui ne sont pas pilotées par le pôle métropolitain que je représente, mais qui ont été réalisées par le réseau autoroutier, autoroute et tunnel du Mont-Blanc, en lien avec le canton de Genève, avec une voie de covoiturage spécifique à la frontière entre la France et la Suisse. Et puis, on a également une autre voie bus et covoiturage qui est liée à une problématique de passage de petites douanes entre la France et la Suisse, avec un trafic motorisé très important, sur lesquels on a développé une ligne de covoiturage, un P+R, des lignes de bus, et également une voie réservée de covoiturage et de bus, avec finalement des résultats assez importants, puisqu'on a obtenu, en combinant l'ensemble de ces actions, de ces leviers, on a obtenu une baisse de trafic motorisé de 30% par rapport à la référence de 2017, qui est plutôt important, surtout dans une région dynamique où on a une croissance de déplacement qui suit finalement la démographie. Donc ça, c'était intéressant justement d'appliquer cette ligne de covoiturage, enfin une des lignes de covoiturage avec une stratégie à la fois globale et puis avec également un dispositif particulier qui fait que cette ligne de covoiturage s'inscrit parfaitement dans les axes d'action. Donc cette stratégie de covoiturage, eh bien, vous le voyez sur l'écran, donc là c'est le lac Léman, le Jura, ici le département de l'Ain, une partie du département de l'Ain, et ici la Haute-Savoie. Et donc on a construit une stratégie de covoiturage qui s'articule autour de plusieurs couloirs de déplacement. Couloirs de déplacement pour lesquels on a mis en place des lignes de covoiturage que je n'ai pas mentionnées directement ici, mais on en a une au sud-ouest de Genève, donc entre la Haute-Savoie et le canton de Genève, qui était la première ligne de covoiturage. Et puis, dans le cadre du Fonds vert, on a la ligne de covoiturage qu'on appelle du Faucigny, dans la vallée de l'Arve, entre Genève et Chamonix, qui, enfin en tout cas sur cette vallée, mais on est sur un périmètre plus petit, puisque c'est sur une vingtaine de kilomètres, donc entre Marigné, qui est situé en Haute-Savoie, et en direction d'Annemasse. Donc voilà, on a une ligne de covoiturage qui a été mise en place ici. Une autre ligne de covoiturage qui va être mise en service à la fin de l'année et qui également émarge au Fonds vert, qui est située dans le pays de Gex avec une ligne structurante et puis des lignes locales qui viennent traverser quelques villages. Et puis un système d'autostop partagé qui est situé sur cette partie du Chablais, donc entre Genève et Thonon-les-Bains. Donc ça, c'était le cadre général, avec voilà, qui émane de cette stratégie de covoiturage Grand Genève, et puis pour lesquels on a identifié sur les origines destination, sur la complémentarité aussi avec le réseau de bus, un certain besoin de cohérence aussi entre les différents modes de transport,
y compris le covoiturage. Sur les incitations, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet puisque ce n'est pas forcément l'objet. Bon, c'est juste pour dire quand même qu'il y a eu un vrai effet d'accélération, puisqu'en 8 mois, on a augmenté le nombre de trajets par 3 et le nombre de covoitureurs également, avec une destination, un axe Annecy-Genève notamment, qui est un des axes les plus covoiturés de France, et qui fonctionne vraiment bien, mais également sur des axes franco-français. Sur les lignes, donc je l'évoquais, je ne vais pas forcément aller plus loin, puisqu'on est plutôt sur du local, mais en gros, 3 lignes. Enfin, ces 2 lignes-là ont fait l'objet d'une demande de financement en 2023 sur des extensions, puisque c'était des lignes qui étaient déjà mises en place, que ce soit VUH Genevois comme Faucigny, et puis une nouvelle ligne donc, qui va être mise en service à la fin de l'année, donc avec une marque blanche qui s'appelle Element, et qui est exploitée par l'opérateur Ecov, avec qui on travaille ensemble au quotidien sur les questions d'implantation, d'exploitation évidemment, d'animation et de communication, où il y a un travail assez étroit qui est réalisé et qui nous permet d'être assez présent aussi sur le terrain, puisqu'en fait il y a un vrai besoin d'être proche du terrain, de communiquer autour de ces solutions, puisque sinon ça marche moyennement. On l'a vu sur une première ligne qu'on avait mis en place il y a 4 ans avec un autre opérateur. On avait eu un défaut d'animation et finalement, ça s'est manifesté aussi puisqu'il y a eu assez peu d'intérêt. Aujourd'hui, sur cette ligne-là, par exemple, on a 1000 inscrits sur l'application. Alors, 1000 inscrits ne veut pas dire 1000 trajets par jour, mais en tout cas, il y a une vraie appétence et puis un vrai objet de curiosité, entre guillemets, même si aujourd'hui, on va dire ça à peu près entrer dans les mœurs, mais en tout cas de prise de conscience et d'envie de covoiturer de la part de tous les habitants. Et puis je termine, avant de céder la parole à un autre territoire, sur l'autostop partagé, donc qui est un système un peu low cost, et qui va être implanté à la fin de l'année. Donc on est en plein dans les préparatifs, dans les questions d'implantation, de lien avec les communes aussi, parce que là c'était les communes qui nous a fait une demande initialement, et puis qui seront très moteurs aussi sur le sujet. Et donc l'aspect général est développé par le pôle métropolitain qui dispose de la compétence mobilité nouvelle. Et donc en global, si on prend ce système qui s'appelle Léman Stop, donc d'autostop partagé, plus les lignes éléments que j'ai mentionnées ici, on est sur aujourd'hui une trentaine de communes desservies. On a un objectif d'extension des lignes aussi pour mailler un peu plus le long de lignes structurantes on va dire en perpendiculaire, pour être sur une 50aine de communes desservies par ligne de covoiturage qui représente à peu près 40% de l'ensemble du périmètre du Genevois français, donc qui fait 430 000 habitants. Voilà en ce qui me concerne. Et merci de votre écoute. Merci beaucoup Ludovic. Alors, en tout cas, c'est super intéressant de voir toujours cette présentation avec un grand niveau de maturité des offres qui ont été choisies, vraiment adaptées aux différents territoires. Peut-être, puisque vous allez devoir nous quitter bientôt, on a juste des questions dans le chat, notamment sur le fonctionnement des incitations financières et l'éventuelle articulation avec des voies réservées, si vous avez quelques éléments à nous donner avant de partir. Les deux se combinent, donc les incitations, je pense qu'il y en a beaucoup de territoires qui le mettent en place, du coup, de par l'investissement aussi de l'État à travers la prime covoiturage, les incitations, donc le fonds vert sur les 1 euro. Donc on a une stratégie multi-opérateur jusqu'à présent, donc qui fonctionne au-delà de nos espérances, puisqu'on a épuisé les enveloppes, on a dû revoir un peu nos critères. Donc on réalise avec Blablacar Daily et puis Klaxit et Caros. Et évidemment, ces incitations viennent favoriser le covoiturage et pour certains trajets permettent aussi de compléter, en tout cas d'utiliser la voie réservée de covoiturage qui est située sur un
un axe particulier. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un double avantage finalement, un avantage financier, puis un avantage de gain de temps qui peut se manifester. Ok, merci. Et juste une dernière question aussi qui est assez intéressante sur le nombre de voyages et de passagers par jour sur les différentes lignes. J'imagine qu'elles sont vraiment différentes en fonction des lignes. Est-ce que ça, vous avez la statistique? Oui, on a la statistique pardon, que je n'ai pas mentionné. On est assez loin des 150 pour la ligne qui fonctionne le plus à la journée. On doit être par ligne autour de 10 à 15 trajets quotidiens, ce qui paraît assez peu, enfin ce qui est peu effectivement. Mais quand on voit justement l'engouement qui est autour des lignes, parce que finalement c'est assez nouveau aussi, et puis finalement tout ce que ça génère aussi en termes de communication, de liens avec les incitations, etc. Enfin, ça crée quand même un volume général qui fait qu'il y a des répercussions, mais en soi, effectivement, on est à peu près autour de 10 à 15 aujourd'hui, et comme c'est en pleine évolution, on attend évidemment des volumes beaucoup plus importants au quotidien. Donc, ça veut dire que vous misez sur le fait qu'il y a un covoiturage additionnel qui se crée en dehors de ce qui est mesurable en informel, en fait, par la simple communication, visibilité du service, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a une présence assez forte, comme je le disais, sur l'ensemble des leviers, que ce soit sur les incitations, sur les lignes de covoiturage qui peuvent s'additionner aussi, sur les voies réservées. Donc voilà, en tout cas, il y a un environnement hyper favorable. Comme je disais, on est sur des territoires les plus motorisés, avec un taux de covoiturage qui est inférieur à la moyenne nationale. On a sur du 1,05 en domicile-travail. Je crois que c'est 1,20 côté à la moyenne nationale, il me semble. Ouais, ça. Ouais. Et donc, on a des potentiels énormes, d'autant plus que le réseau de transport collectif, même s'il était fortement amélioré ces dernières années, on a Léman Express, des trams transfrontaliers qui ont été mis en place, répondent quand même de manière insuffisante. Et puis, c'est 80% des kilomètres parcourus qui se font en voiture. Donc le potentiel, j'apprends rien à personne, on le connaît tous, faire de la voiture, un transport collectif, c'est une réalité, puis c'est à travers ça qu'on communique vraiment là, massivement. Ok, merci. Bon, ça vaut toujours le coup de leur dire, effectivement, en termes de potentiel. Et merci beaucoup pour la présentation. Il y a eu pas mal de questions dans le chat. En tout cas, on va diffuser les présentations et on en parlera à la fin. Voilà. Même si ça ne vous dérange pas, on pourra vous passer votre adresse et également se retrouver sur Expertise Territoire. On en parlera à la fin, un espace qui vous permettra d'échanger sur ces sujets. Et on va pouvoir sans plus attendre. Merci beaucoup Ludovic et à bientôt. Et on va pouvoir passer à la présentation du Grand Lyon et de Marie Canonge. Bonjour Marie. Alors, pour parler, il faut que vous allumiez votre micro en bas. Si vous êtes bien là. Bon, je pense qu'on a un petit problème technique. Est-ce que Amélie, vous êtes connectée et disponible de votre côté? Pas de souci. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir faire un relais directement et passer à la troisième présentation, qui est celle donc d'Amélie Esnault et de Touraine Vallée. C'était juste avant. Ah, c'est juste avant. Ouais. J'ai vu la transition. Je me remets dessus. Voilà. Je vous laisse la parole. Super, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Amélie Esnault, je suis donc chargée de mission mobilité durable pour la communauté de communes Touraine-Est-Vallée. Donc, Touraine-Est-Vallée, on est situé, donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, à l'est de Tours, en périphérie donc, de la métropole. Un territoire donc périurbain avec des spécificités qui se présentent, certaines communes qui vont au niveau des transports être
toujours desservies par quelques transports en commun de la métropole, et donc d'autres communes voilà, qui ont un peu moins de transports en commun. Donc un défi en effet sur le côté covoiturage et des questions sur les mobilités qui sont importantes à se poser dès aujourd'hui pour engranger des changements. Donc, je suis arrivée il y a 2 ans, en septembre 2021, et le dispositif Réseau Pouce que nous avons choisi sur le territoire a été lancé en juillet 2021. Il a fait suite à une étude, donc premièrement suite à la question voilà, de prendre, donc de devenir AOM ou non. Donc, il y a une première étude mobilité qui avait été menée à ce moment-là. Également, un schéma directeur des voies itinéraires cyclables pour relier le territoire. Il y a vraiment cet aspect sur le vélo qui a été lancé et la réflexion sur le covoiturage dans son sens également. On a donc fait une analyse un petit peu voilà, donc des flux sur le territoire, notamment avec une enquête dont on a parlé tout à l'heure, EMC2, qui avait été réalisée donc, du coup, voilà, sur le territoire élargi, qui nous a permis d'avoir un peu plus d'informations et de recul. Finalement, le choix a été porté donc sur Réseau Pouce, qui est donc, comme le panneau est derrière moi, un réseau qui permet de lier justement le covoiturage et l'autostop, afin de permettre à chacun de justement trouver ce qui va lui convenir le mieux. L'objectif était forcément, dans un premier temps, de proposer une alternative à la voiture individuelle aux habitants du territoire pour compléter l'offre de transport, et également donc de permettre une meilleure en fait une meilleure accessibilité aux personnes également qui peuvent manquer de mobilité sur le territoire. On pense notamment donc, aux jeunes qui peuvent avoir voilà, des soucis de mobilité et à qui ça pourrait du coup, pour qui ça pourrait devenir une alternative. Également des personnes voilà, qui sont en recherche d'emploi, qui ont des difficultés ou des seniors. Donc il y avait vraiment ce double aspect. L'idée était vraiment de fédérer autour en tout cas de ce nouveau dispositif. Donc au niveau du budget, pour ce qui a été en fait pensé et mis en place sur le territoire, on est donc sur un coût, donc là vous allez pouvoir le voir, donc on a l'équipement technique qui nous a coûté voilà, dans les 14 500 €, donc les panneaux, les poteaux, les fixations. Il faut savoir que les panneaux comme celui derrière moi, en fait il y en a 180 sur le territoire. Chaque panneau a donc été, chaque arrêt d'autostop et arrêt également qui peut servir pour faire du covoiturage, a été pensé et réfléchi avec chacune des communes au niveau de la voirie pour avoir un endroit favorisant donc le fait que chaque personne puisse avoir dans son quartier un panneau et pour favoriser l'arrêt des véhicules suite au panneau. En fait. Donc qu'on puisse avoir à minima un bas-côté où la voiture peut se stationner ou alors pouvoir éventuellement se mettre en warning quand ce n'est pas possible de l'adapter exactement. Tout ce travail a été fait en amont, donc pendant 1 an environ voilà, sur l'installation. Ensuite, on a donc les dépenses de personnel, donc mon collègue sur le plan climat qui a initié du coup le lancement et donc mon poste depuis mon arrivée en septembre 2021. Ensuite, on va avoir vraiment tout ce qui va être donc les dépenses de fonctionnement, donc l'abonnement annuel, le coût de mise en place et une participation donc sur ce qui est envoyé aux habitants par rapport à l'inscription. Également, forcément, la communication et l'animation dont je parlerai après, qui est essentielle du coup sur ce type de dispositif pour continuer à le faire connaître, pour voilà, permettre aux gens de se lancer et de répondre à certains freins en essayant de trouver des solutions avec les habitants. Donc, en ce qui concerne le fonds vert covoiturage, on vient d'obtenir en effet voilà, donc, la subvention du fonds vert sur le côté justement frais de fonctionnement. Ça nous permet en tout cas de se projeter, de continuer du coup voilà, dans cette démarche qui est quand même assez nouvelle, hein, comme je l'expliquais, voilà, lancée depuis 2 ans, et de nous permettre en fait de voir justement venir sur les 3 ans qui arrivent avec donc 50% du montant hors taxe qui a été pris en charge, ce qui représente pour de notre côté une économie de 5 775 € sur les 3 ans. Ce qui va aussi nous permettre de dégager voilà, cet argent pour continuer des animations envers les habitants, les entreprises et continuer du coup le développement de la pratique. Donc en parlant d'animation, donc mon rôle étant de coordonner
donc entre différents acteurs, en fait, justement, les actions sur le territoire, de continuer à le faire connaître, notamment auprès des missions locales, de Pôle emploi, d'aller également dans les centres socioculturels. Je crée des animations là par rapport à l'autostop, par exemple, en ce moment, avec tout ce qui va être club ado, pour justement aller à la rencontre des parents, démystifier certains freins, proposer aux parents de covoiturer entre eux, et puis pourquoi pas de tester avec les plus jeunes, du coup, des baptêmes d'autostop que j'ai commencé à proposer sur le territoire. J'interviens également sur les marchés pour avoir un public beaucoup plus large, et je me rends bien compte que, en effet, les personnes ont pu voir les panneaux, par exemple, mais ne les voient plus forcément dans leur quotidien, puisqu'ils sont rentrés, du coup, voilà, un petit peu dans ce qui existe déjà. Certains pensent que ce sont des lignes de bus ou des lignes justement un petit peu de transport collectif. Donc, on sent que même s'il y a une information qui a été lancée dès le début, il y a vraiment un besoin constant d'animer, de communiquer auprès des habitants pour qu'ils puissent davantage découvrir les services, les accompagner sur l'utilisation et justement répondre, comme je le disais, à ces freins. Des freins sur lesquels on se confronte souvent, qui sont souvent, malheureusement les mêmes. Il y a des soucis d'organisation. On se doute que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Des soucis d'horaire aussi parfois sur les trajets domicile-travail. Donc là, j'ai par exemple lancé une grande action auprès des entreprises de plus de 50 salariés sur le territoire. Leur proposer des animations en interne, de la communication, des affiches, ce genre de choses. Donc voilà, un condensé là des animations que j'ai pu faire depuis ce début d'année. Donc on voit que je touche à peu près 450 habitants. Ça peut sembler peu. On est donc sur 40 000 habitants sur le territoire, que je n'ai pas précisé sur les 10 communes. Ça semble peu, mais chaque personne du coup avec qui j'échange et je discute comme ça, soit se lance, soit s'inscrit, soit découvre. Mais en tout cas, ça lance une démarche. Une démarche qui, comme ça a été rappelé auparavant, et je pense que c'est essentiel de le dire, peut décoller, mais après, je pense quand même, pas mal de travail sur le terrain. On ne peut pas s'attendre à une prise en main ultra rapide sur un territoire. Il faut vraiment un temps d'adaptation, un temps de connaissance, une confiance aussi, du coup, de la part des habitants. Donc, en ce qui concerne l'application et le dispositif Réseau Pouce sur notre territoire, on en est donc actuellement à 365 inscrits, à 363, excusez-moi. On est plutôt équilibré sur la part de personnes qui s'inscrivent en tant que passagers et conducteurs, et les personnes qui se considèrent étant des deux, qui peuvent du coup se sentir prêts à laisser leur voiture au détriment du coup et de passer en tant que passager avec une personne qui correspondrait, qui aura un trajet qui correspondrait également. Les tranches d'âge, on le voit également, on a plus de 2 tiers des inscrits entre 30 et 60 ans. L'idée, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi d'aller vers les plus jeunes, de promouvoir du coup ce mode de déplacement et puis d'aller directement aussi sur des lieux, notamment du coup les entreprises où il y a beaucoup de trajets réguliers qui se font. J'ai également pour ambition d'aller vers les parents d'élèves et d'essayer de proposer sur des lieux, par exemple, de pratiques culturelles, etc., de mutualiser des trajets. Donc, Réseau Pouce nous permet en fait de poster directement un trajet en tant que conducteur, également en tant que passager, ce qui rend aussi l'action plus visible. Le passager peut être contacté par un conducteur ou être mis en relation directement si ça match. Et donc, on complète cette offre avec l'autostop qui permet d'avoir une réactivité beaucoup plus grande. Si on ne trouve pas le trajet qui correspond à notre besoin, on peut donc proposer, tout simplement se mettre à un arrêt. On a des pancartes en format Véleda que je pourrais vous montrer tout à l'heure, qui permettent d'écrire lisiblement sa destination. Et j'accompagne les habitants pour se lancer la première fois, faire des baptêmes, ce qui me permet de tester les temps d'arrêt sur le territoire de mon côté, et également du coup de permettre aux personnes de se lancer, d'avoir cette première expérience qui est souvent très bonne, un temps moyen d'attente de 4 minutes 30 sur des trajets courts, et avec le nombre de flux de véhicules existants, on a quand même beaucoup de chances de trouver assez rapidement quelqu'un qui peut nous rendre service. Je mets beaucoup en avant le côté entraide et convivialité. Pour moi, c'est justement cet aspect qui est essentiel également dans la démarche, et qui peut permettre derrière aux personnes de connaître le dispositif et pourquoi pas derrière de covoiturer de façon plus régulière. Donc en ce qui concerne les annonces et les recherches, donc les derniers résultats, en fait depuis juin 2022, donc là un petit peu plus d'1 an, c'est intéressant de voir le nombre de recherches. Donc nous, on a 823 recherches qui ont été faites à destination du territoire. Donc on a parfois des habitants de Tours qui viennent jusqu'à chez nous, ou éventuellement d'Amboise, qui dispose également du dispositif Réseau Pouce.
On a donc 8 trajets aboutis et sur le nombre de recherches dont l'origine, donc on part de notre territoire, là on est à 1193 recherches dont 12 aboutis. Ça peut, encore une fois, sembler assez faible, mais on a donc pour la première fois là des trajets qui commencent justement à rentrer en connexion et à pouvoir se réaliser. On ne peut obtenir ces trajets qui se réalisent que dès lors qu'on dépasse pour moi un certain seuil. Il faut suffisamment de personnes inscrites sur l'application, de propositions de trajets pour commencer à avoir des choses qui matchent entre elles. Donc il y a ce travail vraiment sur l'application de continuer à proposer aux gens de donner du coup leur disponibilité, même s'ils ne trouvent pas tout de suite preneur, parce que plus il y en aura, plus forcément on aura une rencontre potentielle. Et les trajets internes au territoire, du coup, on en a un petit peu aussi 234, dont 4 aboutis. En tout et pour tout, en août 2023, parce que ça peut changer forcément de mois en mois, on a des trajets réguliers et puis des trajets qui vont être un petit peu proposés de façon aléatoire. On va être sur 4066 trajets disponibles en total. Et donc, comme je disais, les annonces passagers sur lesquelles je fais beaucoup de communication pour inviter les gens à publier leur trajet pour avoir un retour et non pas faire une recherche en une fois et se dire « mince, il n'y a personne qui correspond, ça ne fonctionnera pas ». C'est vraiment d'inciter, dans la même démarche, à publier son trajet en tant que passager et on voit que ça commence à augmenter un petit peu ces derniers mois, alors qu'auparavant, on n'en avait pas du tout. Donc, sur ces fameux trajets acceptés et partagés qui ont lieu sur le territoire, on a vraiment, donc en effet, depuis fin 2022, vraiment les premiers trajets qui ont pu voir le jour. Donc on en a 24 sur les 10 derniers mois. On a certains trajets qui étonnamment sont des trajets longs, sachant que l'application peut servir pour des trajets courts et réguliers, mais aussi pour des trajets longs. Donc voilà, il y a des trajets longs qui se sont greffés en tout cas sur les inscrits. Peut-être que parfois, ce n'était pas pour aller au bout du trajet avec la personne, mais en tout cas, il y a eu cet apport-là. On est donc sur 1673 km parcourus grâce au covoiturage et donc une économie de CO2 qui correspond à 290 kg économisés. Comme je le disais, ça peut sembler faible, mais c'est déjà de très beaux résultats pour des débuts, c'est-à-dire qu'on voit que là, ça commence justement à prendre. Il y a certains territoires dans lesquels ça peut mettre plus de temps et il y a vraiment cette incitation avec l'animation qui est essentielle, je pense. Et pour terminer, du coup, un peu plus sur le côté autostop, qui lui est difficilement quantifiable, puisque l'idée de l'autostop via l'application, on peut donc, par exemple, sur l'application, trouver l'arrêt d'autostop le plus proche de chez soi, avoir des conseils sur comment se maintenir, etc., avoir une petite pancarte, comme vous le voyez sur la photo, que l'on peut imprimer. Donc, nous, on en fournit en format VDDA pour les avoir sur soi avec un stylo et être, du coup, indépendant sur son aller puis son retour pour facilement être identifié. Et donc, même si on n'a pas de retour quantifiable, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'en servir sans application, que ce soit quelque chose de beaucoup plus instinctif pour les personnes. Par exemple, comme on le voit sur cette photo, c'est une dame que j'accompagnais qui voulait le tester pour la première fois, qui voulait se rendre à Tournord depuis la commune de Monet qui est dans l'axe. Là, il me semble que, si je ne vous dis pas de bêtises, celui-ci, on a mis 2 minutes 30. Il y a vraiment un flux de véhicules. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est que ça a été un petit peu pensé pour l'arrêt. Donc là, par exemple, on voit qu'un véhicule peut s'arrêter sur le bas-côté au niveau de l'arrêt de bus. Je fais donc les baptêmes d'autostop pour aussi donner les conseils et permettre aux gens de se lancer cette première fois. Souvent, ça leur permet quand même de réutiliser le service pour avoir eu des retours. Les personnes qui l'ont testé, c'est toujours difficile, on ne va pas se mentir, de se lancer une première fois. On a des appréhensions, des doutes, etc. Donc, une fois que les gens l'ont vécu, ils sont beaucoup plus aptes à recommencer. Donc, je les accompagne sur un trajet qui correspondra à quelque chose qu'ils pourront refaire par la suite par eux-mêmes. J'ai donc, avec les retours d'expérience et de personnes qui me recontactent, au moins 40 trajets connus et effectués à ce jour. L'idée étant que le bouche à oreille positif va très très vite dans ces cas-là, puisqu'en effet, les personnes qui décident de s'arrêter, et il y en a pas mal, sont vraiment en fait très contentes de pouvoir rendre service, de justement quelque part partager leur trajet, parce que souvent, ce sont des automobilistes seuls, et c'est vraiment cette idée côté instinctif, quoi. On a toujours peur de prendre trop de temps, mais finalement, on a un temps moyen d'attente de 4 minutes 30 sur les trajets réalisés, où j'essaie de tester différentes formules. Donc aujourd'hui, grâce au Fonds vert covoiturage, mais en tout cas, ça nous permet de continuer avec ce dispositif, de continuer à le développer. Mais comme je le disais, ça demande, je pense, toujours beaucoup de communication et surtout d'animation auprès des habitants.
parce que le processus de changement de comportement sur ce type de pratique peut mettre du temps. Et le fait d'échanger permet quand même de créer déjà le premier élan, en tout cas de réflexion sur OK, est-ce que je me lance ou pas et comment je m'organise pour le faire. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là et je reste disponible aussi à des questions plus tard. Merci Amélie, merci beaucoup pour la présentation. Je trouve que c'est toujours fou de voir ce temps d'attente de 4 minutes 30 sur des services qui, bon là on voit bien hein, en termes d'utilisation, mais pas sur une haute fréquence. Par contre, on sait utiliser, c'est assez bluffant d'efficacité. Bon, vous avez plein de devoirs de vacances avec des questions dans le chat. Donc, si vous voulez y répondre, prendre de l'avance, n'hésitez pas. Mais on aura aussi un temps de réponse à l'oral qui pourra être l'occasion de partager les réponses. Merci encore. Merci beaucoup. Et à tout de suite pour les questions. On va pouvoir passer, si Marie a réussi à... Ah bah, je vois un micro qui s'allume. C'est bon, j'ai réussi à me reconnecter, je suis désolée. Ah mais sans problème, super que vous soyez là. Je vais vous remettre la présentation au début. J'ai été éjectée au bon moment. Bon. Hop. On en est là et bien on va vous laisser la parole. Marie Canonge pour la métropole du Grand Lyon. Merci beaucoup Héloïse, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'idée c'était simplement de faire un focus sur le projet qui a amené notre sollicitation du Fonds vert. La métropole de Lyon, c'est un territoire sur lequel le covoiturage commence à avoir de l'ambition. C'est une métropole qui a une véritable stratégie articulée autour de 4 axes. D'abord, les aménagements, comme on peut le voir sur la carte de gauche, avec donc des chartes, des typologies, etc. Ensuite, des services, comme la seule ligne de covoiturage qui a jusqu'à présent été mise en œuvre sur le territoire et que l'on voit apparaître sur la carte. Puis tout ce qui est animation, communication avec un management de la mobilité assez conséquent. Je rejoins les autres territoires sur le fait que c'est quelque chose de très important de pouvoir aller au contact des usagers, des entreprises, voilà, pouvoir favoriser le covoiturage aussi par cette proximité. Et puis enfin l'évaluation, chose sur laquelle nous on a été très mauvais jusqu'à cette année puisqu'on n'avait pas d'informations. Donc là, on va s'arrêter sur la brique service de covoiturage et donc les lignes de covoiturage. On a également sollicité le Fonds vert pour notre plateforme de mise en relation et notre politique d'incitation financière qui y est adossée. Mais voilà, je ne la présenterai pas aujourd'hui. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a saisi le Fonds vert sur la partie servicielle? C'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un alignement de planètes entre les volontés de la métropole et puis les souhaits et les ambitions des territoires qui sont nos voisins. On sait que le covoiturage, voilà, ça ne s'arrête pas aux frontières géographiques de chacun des périmètres administratifs. Et donc, on a constaté avoir un objectif commun, celui de développer des services. Et là, pour le coup, on considère vraiment les lignes de covoiturage à haut niveau de service, c'est-à-dire le co-HNS. Et même si on sait voilà, que des services tels que l'autostop organisé ou du covoiturage des lignes de covoiturage classiques ont aussi du sens, là c'est vraiment la première vague du déploiement d'un réseau à haut niveau de service, donc sur des axes structurants. Et là, on a vraiment saisi l'opportunité de pouvoir le créer à coût réduit grâce à cet effet partenarial. Donc, c'était répondre à un besoin de tous pour apporter une solution de mobilité qualitative qui soit complémentaire au transport en commun, au ferroviaire et aux modes actifs, sur des axes structurants. Et puis, j'espère que vous m'entendez, j'ai la connexion qui saute. Ça a un peu sauté, mais vous pouvez reprendre juste avant, sinon c'était parfait. Bon, tout va bien. Voilà, donc donner du sens au covoiturage sans perdre de temps. Le Fonds vert, ça a été super rapide. C'est vrai, nous aussi, on a eu l'arrêté rapidement. Les services de l'État ont été super présents et de la préfecture pour nous accompagner. Donc, c'est vraiment formidable. Et enfin, saisir du coup l'opportunité de réduction des coûts qui est assez significative, comme vous pouvez le voir, parce qu'on a eu la merveilleuse nouvelle que le Fonds vert est aussi cumulable à d'autres cofinancements. Et nous, on avait donc déjà un protocole covoiturage en cours de signature avec la DREAL sur le corridor Lyon-Saint-Étienne. Donc, on a un certain nombre de territoires membres de ce projet qui peuvent aussi bénéficier de cofinancements supplémentaires sur la partie investissement.
Donc là, dans notre projet, on a à la fois la métropole de Lyon, la métropole de Saint-Étienne, mais aussi des collectivités moins importantes qui avaient jusqu'à présent peut-être pas forcément les ressources et les moyens de développer le covoiturage comme elles l'auraient souhaité. Donc c'est vraiment un périmètre qui s'étend au-delà de la métropole, au-delà du département, sur donc des axes pertinents. Et du coup, on a 11 corridors qui ont été identifiés comme étant à étudier. Donc, c'est les corridors qui sont présents sur cette carte. Vous avez la métropole au centre. On est en fait le seul territoire concerné par l'ensemble des lignes et c'est pour ça qu'on s'est positionné en tant que pilote pour déposer ce projet. Toutes les autres collectivités ont apporté des lettres de soutien. Et ça va se concrétiser par une convention de groupement de commandes et de financement, puis par des marchés donc lancés par la métropole pour le compte de tous. Mais ce sont 11 corridors qui ont vraiment du sens de par les études qui ont déjà été réalisées, de par les retours et l'expertise des collectivités, des usagers, des entreprises, et puis des constats factuels liés à des comptages. Donc, c'est un projet assez conséquent qui dépasse largement le périmètre métropolitain. Pour mettre en place une ligne de covoiturage, on est parti donc des mêmes fondations que n'importe quelle autre collectivité. 4 étapes. Les 2 premières étapes, c'est les études. D'abord l'opportunité pour déterminer le potentiel de covoiturabilité, puis la faisabilité pour être certain qu'on puisse vraiment réaliser le service et définir selon quelle modalité il serait pertinent de le mettre en place. Puis une étape de déploiement du service. Donc là, nous, on a sorti la partie aménagement du projet parce que toutes les études n'ont pas été réalisées, loin de là. Donc, on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'il faudra créer des poches de stationnement, des arrêts de covoiturage. Donc, c'est vraiment un point qui est sorti du projet. On verra suite aux études si stratégiquement il faut créer des arrêts de covoiturage et à ce moment-là on saisira le fonds vert 2024, chaque territoire au cas par cas pour ce qu'il a à réaliser comme travaux sur son périmètre. Et enfin, 4e étape, l'exploitation. Donc une fois qu'on a implanté le mobilier connecté en étape 3, on lance le service. L'exploitation, elle est sur 3 ans. Parce qu'on sait de retour d'expérience fiable que c'est à peu près la durée nécessaire pour arriver à un niveau de maturité de la ligne de covoiturage qui permette d'avoir un retour d'expérience pertinent. Et puis le suivi de la ligne et des indicateurs. On a donc toute une partie études et toute une partie déploiement qui sont en investissement. Et ensuite, toute une partie exploitation suivie qui, elle, relève du fonctionnement avec la brique optionnelle de la politique d'incitation financière qui peut être mise en place sur une ligne et qui, elle, est aussi en fonctionnement net de taxes. Ah, voilà. Ouais. Donc, chez nous, le projet, il va démarrer là sous peu. On est en train de finaliser la convention de groupement de commandes. Elle va être délibérée et signée par l'ensemble des parties. Suite à ça, du coup, on va lancer les marchés. On devrait pouvoir réaliser l'ensemble des études en 2024. Il faut savoir que sur les études, on a vraiment différentes temporalités. On a des lignes qui, aujourd'hui, ont déjà été étudiées, qui donc ne font pas partie des lignes à étudier, mais qui feront partie des lignes à concrétiser. On a des lignes qui ont déjà été en partie étudiées. Alors, en partie étudiées, soit géographiquement, c'est-à-dire qu'il y a un tronçon qui a été étudié complètement, mais pas le reste. Nous, Métropole de Lyon, avant le lancement du Fonds vert 2023, avons commandé des études de covoiturabilité, mais donc elles ont dû se limiter à nos frontières. Donc, ça permettra d'alimenter en fait les futures études qui couvreront les corridors entiers. Elles ont aussi pu être étudiées partiellement dans le sens où, pour l'instant, il n'y a que l'étude d'opportunité qui a été réalisée et l'étude de faisabilité reste à réaliser par l'Adréal ou par d'autres entités. Donc, en 2024, on termine l'ensemble des études, on commence le déploiement de certaines lignes. On s'est fixé pour objectif de sortir au moins 8 lignes. C'est ce qu'on estime réalisable au vu de la maturité des stratégies et des volontés politiques des territoires ou au vu des études déjà réalisées.
En 2025, on sera du coup sur le déploiement du reste des lignes pour arriver à 8 lignes déployées et sur un démarrage de l'exploitation. Donc l'exploitation des lignes va s'étendre entre 2025 et 2028 à peu près. Par rapport aux clés de répartition financière, grâce au fonds vert, on a obtenu un cofinancement des études à hauteur de 60%. Le reste du coût à financer est réparti à part égale entre les collectivités concernées par chaque corridor. C'est-à-dire que sur un corridor entre deux collectivités, le reste à financer est divisé par 2. Sur un corridor qui concerne 3 ou 4 collectivités, le reste à financer est divisé par 3 ou 4. On a donc ce cofinancement par le fonds Mobilis de la DREAL qui est possible pour les territoires signataires du protocole Lyon-Saint-Étienne. C'est un financement de 20% supplémentaire. Donc on arrive juste à la part d'autofinancement de 20% pour les collectivités. Tout ça, en plus du fait que, grâce à l'effet d'échelle, à l'effet réseau, on obtient des coûts de base, sans parler de subventions, qui sont quand même inférieurs aux coûts que représenterait l'étude et le lancement d'une seule ligne. Le fait qu'il y en ait un certain nombre, ça permet une rationalisation, une réduction du coût par l'effet d'échelle en fait. Sur le déploiement, c'est le même principe, sauf que on a toujours ce cofinancement, mais le financement est fait par chaque territoire à 100%, parce que sur le déploiement, on part du principe que chaque territoire, suite aux études, va valider un nombre d'arrêts qu'il souhaite sur son périmètre, et donc il portera le financement lié à ces arrêts. Et le cofinancement fonds vert va venir après rembourser 50%. Il y aura aussi un cofinancement Mobilis pour les territoires signataires du protocole Lyon-Saint-Étienne. Et pour l'exploitation et la partie incitation financière, si elle est mise en œuvre, on a également un cofinancement, mais fonds vert uniquement cette fois, puisque c'est du fonctionnement. Donc fonds vert à 50% sur 3 ans, ce qui est absolument génial. Et 1 an seulement sur l'incitation financière. Bon, c'est déjà ça de prix, même si on sait que du coup, ça va être quelque chose à bien réfléchir l'année prochaine. Pour parler des coûts réels, par rapport à ce qu'on a déposé au fonds vert, on a déposé 2 dossiers. Un premier sur la plateforme de mise en relation et la politique d'incitation financière générale dont j'ai déjà parlé. J'ai mis les chiffres histoire d'eux, mais là on se concentre sur le réseau de lignes de covoiturage à haut niveau de service, donc études, plus déploiement, plus exploitation, dont l'incitation financière si les territoires décident d'en mettre une en place, pour un coût total hors taxe de 6 237 000 € à peu près. On a obtenu du coup plus de 3 millions de subventions fonds verts, ce qui permet concrètement la réalisation du projet. Sans cette subvention, l'ensemble des territoires ne pourraient pas se lancer. Malgré la réduction du coût unitaire grâce à l'effet d'échelle, on reste sur des coûts de mise en place de services qui sont conséquents. Et voilà, même si on sait qu'il y a du potentiel et qu'on attend que les études nous le confirment, ça n'aurait pas été possible et simple à valider également. Ce dépôt fonds vert, il inclut un ETP pour la gestion de ce projet qui est subventionné à 80%. C'est pas négligeable non plus de pouvoir faire subventionner de l'ingénierie. Donc voilà, nous on n'a pas hésité. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Marie. Je pense que des questions, il y en a plein. En tout cas, moi j'ai découvert en même temps ce niveau de détail sur ce projet. Donc j'aurai plein de questions, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. En tout cas, je pense qu'on peut parler d'un projet vraiment historique pour le coup. Je pense pas qu'on ait de projet qui ait été aussi ambitieux en termes de nombre de lignes, d'investissement initial, et on est heureux que le fonds vert ait permis de les faire émerger. Vous avez réussi à bien mobiliser les subventions pour le coup. Pour le faire. On a optimisé. Non, mais tant mieux. C'est exactement le type de projet qu'on attend de voir émerger. En tout cas aussi à préciser, donc c'est un projet qui a été financé sur le volet ZFE du fonds vert. Précision qui peut être intéressante, notamment pour les collectivités qui ont des ZFE-M dans leur périmètre. C'est une enveloppe qui est un peu plus grosse que celle covoiturage. S'il y a des difficultés au niveau local sur l'enveloppe, une stratégie peut être de demander le guichet ZFE-M pour obtenir des financements sur des lignes. Ouais, on a fait exploser le plafond et sinon le dossier ne serait pas passé. J'imagine, ouais. Du coup, j'imagine bien. Et du coup, ça fait pouvoir répondre à la question de Basile Assement en début de présentation, donc qui s'interrogeait sur le fait que des lignes étaient cofinancées à 25% uniquement.
La règle sur le fonds vert, elle est bien de la liberté du préfet de répartition de son enveloppe en termes de montant de cofinancement. Donc le plancher, c'est 20%. Mais il y a derrière l'idée de préserver un effet de levier des différents projets covoiturage. Donc en fonction de l'état de consommation de l'enveloppe en général, il peut y avoir des taux de cofinancement divers en fonction des territoires. Pour autant, comme je l'ai montré au début, on est assez vite à du 50% sur des lignes pour l'instant. C'est peut-être aussi le résultat du fait que cette année, il n'y avait pas vraiment beaucoup de tension sur l'enveloppe covoiturage. Et voilà, de nouveau pour répondre à une autre question dans le chat, aujourd'hui, en termes de consommation réelle du fonds vert, on est à 10 millions sur 50 millions. Covoiturage, et on a 25 millions de projets qui sont déposés. Ça veut dire qu'il reste de l'argent au niveau national, bien sûr, hein, donc ça ne reflète pas les tensions qui peuvent se présenter sur certaines enveloppes, mais en tout cas, c'est encore le moment de déposer des projets pour ceux qui se posent la question. Et merci encore, Marie. On va pouvoir passer à une phase de questions-réponses. Je vois qu'il y en a beaucoup. Donc peut-être qu'on peut commencer par celle vous concernant, puisque vous êtes échauffés. Alors, je vois qu'il y a une question sur est-ce que vous avez mesuré le taux d'autosolisme avant et après, mais bon, j'imagine que le après ne se pose pas encore. Est-ce que c'est un projet? Pour Métropole de Lyon? Oui, c'est ça. Alors, on a des chiffres, mais qui commencent à dater un petit peu. Tout ce qui est enquête, ménage-déplacement, etc. On attend vraiment des études de covoiturabilité que ça mette en évidence s'il y a potentiel ou non, c'est-à-dire si aujourd'hui il y a une très grande pratique de l'autosolisme sur ces axes. Et là, on ne parle pas seulement de covoiturage pendulaire, on sait très bien que c'est un vrai créneau, mais on parle aussi de covoiturage du quotidien en général pour aller, pour les loisirs, pour l'administratif, pour toute raison de déplacement finalement, mais on reste sur du covoiturage du quotidien, c'est-à-dire sur des trajets de maximum 80 km. Mais du coup, aujourd'hui, on n'a pas d'informations précises. On attend les études de covoiturabilité pour les avoir. Enfin, on l'a sur certaines lignes, mais pas à l'échelle du réseau en tout cas. Et donc, sur ces études de covoiturabilité, ça rejoint une autre question qui demandait comment est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que c'est confié à un prestataire? Et c'est quoi la méthode? Alors, pour l'organisation de ce projet, on est soumis aux règles des marchés classiques. Donc, on est en train de réaliser une convention de groupement de commandes. Donc, 13 collectivités, c'est pas anodin. La 14e, c'est la CAPI, mais elle a fait l'objet d'un marché avant qui était déjà lancé au moment où on a procédé à tout ce projet. Donc là, dans la construction du réseau de lignes, c'est convention de groupement de commandes et de financement pour répartir les clés de répartition, que chacun sache combien est-ce qu'il va avoir à réserver, que ça soit en dépenses ou en recettes, parce qu'il faut les prévoir également. Tout ça, c'est bien clarifié, la gouvernance, le fait qu'à chaque étape, COTEC, COPIL, qu'à tout moment, un membre peut décider que soit parce que l'étude révèle qu'il n'y a pas de potentiel, soit parce que pour des raisons X ou Y financières, politiques, il ne souhaite pas y aller, ça peut s'arrêter. Il y a aussi toutes ces garanties-là qui sont dedans, c'est une grosse convention. Suite à ça, on lance 2 marchés. Pourquoi 2 marchés? Parce qu'il y en a un sur les études, un sur le déploiement et l'exploitation. On est obligé de lancer 2 marchés parce que pour tenir les délais du projet, on doit commencer le déploiement en même temps que certaines études se font. Et du coup, ça paraît plus simple pour le suivi, que ça soit comptable ou technique, d'avoir vraiment distingué les 2 parties. Donc, on a des lignes qui vont être étudiées. En parallèle, les lignes qui sont déjà étudiées et qu'on souhaite concrétiser pourront l'être dès début 2024. Et du coup, ces 2 marchés vont être ceux sur lesquels on va s'appuyer jusqu'en 2028, tout simplement. Ok, très clair. Et pour rebondir sur des choses qui ont été dites par les autres territoires, dans le marché de déploiement et d'exploitation, donc on a bien le déploiement du mobilier connecté, mais pas les travaux d'aménagement de voirie, qui eux seront faits par chaque collectivité suite aux études s'il y a besoin. En revanche, sur la partie exploitation, on a bien l'animation et la communication propres à chaque ligne qui sortirait. Donc là, après, on a plutôt un enjeu de définition sur chaque ligne par les territoires concernés de ce qu'ils veulent.
Est-ce qu'ils veulent une incitation financière ou pas? Est-ce qu'ils veulent que ça soit un service ouvert H24 ou sur certaines plages horaires? Voilà, comment est-ce que tout ça, ça s'articule? Donc ça, c'est défini après par ligne. En revanche, on a toujours ce côté réseau par le fait qu'une marque de réseau va être arbitrée et validée par tous avec un niveau de personnalisation possible pour que tout le monde se l'approprie. Mais derrière, c'est effectivement chaque ligne qui aura son mode de fonctionnement, même si elle fait partie du réseau. Oui, sachant que c'est quand même le même prestataire qui opère toutes les lignes. C'est ça. Et alors, on a une question aussi un peu la même que tout à l'heure sur les voies réservées. Bon, vous avez M6, M7 à Lyon. Est-ce qu'il y a une articulation? Est-ce que c'est les mêmes corridors? Pardon, ça a sauté. Est-ce que tu peux répéter Oui, pardon. On a des voies réservées donc, à Lyon qui sont actuellement actives. Est-ce que les lignes de covoiturage s'intègrent d'une façon ou d'une autre avec ces lignes, avec ces voies réservées, pardon? Oui, on a 2 voies réservées qui sont sur les voies métropolitaines, un déclassement autoroutier, et on a des prolongements qui sont en cours de réalisation au sud et au nord par les entités, par l'État, etc., et les concessionnaires. On a d'autres projets de voies réservées un peu partout autour. En fait, pour nous, ces infrastructures, ces voies réservées, en fait, elles viennent en complémentarité du service qui peut être mis dessus. Donc, on va forcément favoriser, puisque c'est un réseau structurant, on va favoriser le fait de positionner les services, les lignes, sur des axes structurants, et on va avoir cette opportunité de les réaliser sur les voies réservées, mais pas que, ça va aussi bien plus loin que ça, desservir des zones d'activité excentrées, desservir d'autres pôles d'attractivité, et également des territoires qui n'ont pas de voies réservées. Ok, en tout cas, j'imagine que ça sera intéressant d'avoir les chiffres de fréquentation de ces voies réservées. Ce sera aussi un bon indicateur à suivre. Oui. Puisque c'est dispo aussi. Je regarde les questions. Oui, Basile demandait également sur du coup les 6 millions d'euros totaux. Combien de lignes est-ce qui sont concernées? Moi, j'ai entendu 8, mais c'est l'objectif minimal, c'est ça? Oui, c'est ça. On pense qu'il y a au moins 8 lignes qui peuvent réellement être concrétisées. Donc voilà. Après, s'il y a plus, tant mieux. Mais pour l'instant, c'est notre premier objectif, on va dire. Et tout ça dépend évidemment d'abord des résultats des études et surtout ensuite de la validation politique de l'ensemble des projets. Merci. Amélie, je vois que tu as été très active sur la réponse aux questions. Est-ce qu'il y a des éléments que tu souhaiterais partager, des questions qui te semblent importantes à partager? Pourquoi pas, en effet, ouais, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Là, j'ai essayé justement de répondre à la question de Jules Richard sur le temps que prennent les animations et les sensibilisations. Il est vrai que ça prend beaucoup de temps. Alors moi, mon poste est vraiment dédié à la coordination et à l'animation sur le territoire. On va dire que sur les événements, je vais être à peu près à 3 heures sur un événement, par exemple sur un marché, sur la matinée. Ça va me prendre un petit peu plus de 3 heures, bien entendu, avec le temps de transport, d'installation, etc. Mais et parfois des journées thématiques, des journées dédiées qui sont lancées par les territoires. Donc, il y a le temps d'animation lui-même et puis il y a également la recherche. C'est-à-dire que moi, je vais aller sur les marchés, par exemple, de façon assez régulière tous les ans pour des programmes d'animation, pour justement reparler un petit peu de réseau pouce. Et ensuite, c'est des communes qui vont aussi me demander d'intervenir. Donc, il y a aussi ce temps justement d'échange et d'interconnaissance. L'idée pour moi, c'est justement de me permettre d'aller de plus en plus auprès des habitants qui vont en avoir besoin sur des événements dédiés. Le type de public, on va être sur du grand public en général parce qu'on a quand même une bonne base d'actifs avec leur trajet domicile-travail qui vont quand même être hyper intéressants à capter sur ce côté régularité. Donc, plus de facilité, de possibilité de s'organiser pour partager les trajets au quotidien. Là, par exemple, comme je le disais, je commence un travail sur les entreprises pour les rencontrer et proposer justement aux salariés un accompagnement un peu plus personnalisé sur un changement du coup de pratique pour venir au travail, qu'il soit à vélo ou justement en covoiturage, pourquoi pas.
Et ensuite, voilà, comme je disais, vers les jeunes, avec les missions locales, avec les clubs ados, avec les lycées, j'essaie de mener un travail là-dessus de sensibilisation. Donc, je cible des publics quand je le peux, parce que je considère que ce sont des publics qui vont avoir un peu plus de besoins à ce niveau-là et qui, justement, peuvent avoir besoin de solutions. Mais je reste grand public dans le sens où c'est l'ensemble des habitants que j'essaie de toucher sur ces sujets. Ensuite, on me demandait voilà, si les habitants ont pu être touchés plusieurs fois. Il ne me semble pas, dans le sens où ce sont des échanges directs avec des habitants que j'entretiens, que ce soit en direct et également, là, on n'a pas les personnes par téléphone, mais j'ai de plus en plus d'appels également, parce que mon numéro est libre justement pour les habitants. L'idée pour moi, c'est vraiment de pouvoir répondre, les accompagner sur l'application, sur le dispositif. Donc, j'ai de plus en plus d'appels. On a également la hausse des prix de l'essence qui a joué un rôle, la prime également du coup de 100 € nationale qui a créé un effet aussi voilà, de boost. On aimerait aller plus loin nous, sur une aide financière. Pour le moment, on ne peut pas se le permettre à la communauté de communes. On est toujours sur une découverte et un déploiement. Mais voilà, il ne me semble pas qu'il y ait de répétition des habitants, puisque forcément, bon, déjà, ils me reconnaîtraient. Donc voilà, et en fait, souvent, ce sont des personnes qui découvrent le dispositif, avec qui donc, on a vraiment un temps d'échange dédié. Pour moi, l'idée, vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est comprendre quels sont les freins, et essayer justement de les transformer pour du coup accompagner la personne à pouvoir justement peut-être les dépasser, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas par la suite. Ensuite, j'avais une question sur le transport du coup des mineurs. Donc là, on est autorisé à utiliser le dispositif Réseau Pouce à partir de 14 ans, avec un accord parental bien entendu, et une pièce d'identité du parent et de l'enfant. Donc il n'y a pas de possibilité, on va dire, voilà, de s'inscrire sur le dispositif sans ça. Ensuite, voilà, le côté autostop est là pour faire partie du dispositif et en même temps être assez libre aussi d'utilisation. C'est pour ça que pour moi, je pense que ça peut être un bon biais pour des déplacements du coup de jeunes. Je rappelle qu'on est sur des trajets qui sont entre, allez, parfois 5, 10 km, 15 km maximum. La plupart du temps, ce sont des voisins, entre guillemets, qui peuvent du coup rendre service. Et je sais qu'on a beaucoup entendu parler malheureusement de ce qui ne se passe pas bien dans l'autostop. Mais il y a beaucoup plus de bonnes expériences que de mauvaises. Et voilà, pour l'avoir testé, comme je le disais, l'idée, voilà, il y a un travail à faire auprès des jeunes et auprès des parents. Et je l'entends totalement pour aussi voilà, permettre de le tester et être rassuré, découvrir un peu que ça fonctionne et qu'il y a tellement de flux qu'en effet, on peut trouver ce qu'il nous faut. Voilà, puis après, sur le côté solution hybride, et puis voilà, le coût de CO2 économisé, qui est aujourd'hui voilà, un peu important. On est encore en kilos, ce que je disais, mais on est voilà, toujours dans un développement. Et l'idée, c'est vraiment sur du long terme de pouvoir poursuivre ce dispositif. Ça demande de plus en plus de personnes inscrites. Et vraiment, je crois en vraiment ce côté bouche à oreille positif. Dès lors qu'on fait de l'autostop ou du covoiturage et qu'on en parle à la personne, voilà, on peut plus facilement s'organiser et petit à petit peut-être permettre de faire grossir ce dispositif pour qu'à terme les gens l'aient en référence s'ils recherchent quelque chose ou voilà, on voit plus de déplacements en autostop réguliers. Merci Amélie, bon, c'est très clair, ça sera intéressant de voir la suite de l'aventure. Je crois qu'en plus vous avez obtenu le fonds vert pour 3 ans, il me semble, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. L'aide de 50% du coup au fonctionnement sur les 3 prochaines années. Super. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. On n'aura malheureusement pas le temps de répondre à tout. Je vois qu'il y a une question sur les plateformes de mise en relation utilisées. Et il me semble que de votre côté, Amélie, c'est Mobicop, réseau Mobicop. Oui, c'est bien ça. C'est vrai que je dis toujours Réseau Pouce. Aujourd'hui, c'est réseau Mobicop. Réseau Mobicop, ils ont changé de nom. Et donc, c'est de la marque... c'est du direct. Vous n'avez pas de marque blanche, hein, Non. Ouais. Et vous, Marie, il me semble avoir entendu que c'était de la marque blanche ECOP, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, historiquement, la métropole voulait avoir sa propre plateforme de mise en relation parce qu'on n'était pas convaincu des dispositifs existants. Elle a évolué, on a eu différents prestataires, la Rouverte, puis Mobicop également, sauf qu'on n'était pas forcément... Enfin, le souhait politique a été de revoir la situation. Des différents scénarios ont été proposés, tels que soit partir sur une plateforme type plateforme comme le Grand Léman pour mettre en avant tous les opérateurs de covoiturage existants, soit conserver une marque blanche et
un site internet, on va dire, une plateforme de mise en relation en covoit de Grand Lyon, opérée par un opérateur en marque blanche, mais sans grand succès, qui ne coûte pas très cher, mais voilà. Puis en fait, on constatait aussi qu'on manquait de données réelles sur la pratique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de chiffres de quels étaient les trajets réellement covoiturés. Et puis, le troisième scénario proposé était celui de quelque chose de plus ambitieux, où là, on tirait pas un trait, mais on revoyait nos priorités et on acceptait de partir en marque grise pour travailler avec un opérateur qui a des outils reconnus, qui a déjà travaillé sur le territoire avec donc une expertise, un référent local, etc. Et du coup, depuis mars de cette année, on a transitionné et notre plateforme aujourd'hui est en covoit de Grand Lyon, mais opérée par Caros, avec une personnalisation des applications et des interfaces, un site internet aussi en covoitdegrandlyon.com, tout ça opéré par Caros, qui reverse également du coup l'enveloppe d'incitation financière métropolitaine et qui nous rendait compte qui est en fait support de la marque publique auprès des entreprises, auprès des acteurs. Ok, effectivement, j'avais pas en tête cet élément, mais super intéressant. On va peut-être pouvoir clôturer ce webinaire puisqu'il nous reste 4 minutes. Merci encore pour toutes les réponses que vous avez faites aux questions dans le chat et à l'oral, Marie-Amélie et Honoré. Alors, je ne sais pas si tu veux reprendre la main pour présenter la suite des échanges. Oui, en 2 minutes, du coup, ça rejoint aussi le fait qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions aujourd'hui. Et du coup, juste pour vous signaler qu'on a ouvert une communauté collaborative sur le covoiturage, qui est ouverte à tous, donc collectivités, établissements publics, opérateurs, privés, associations. Et l'objectif, voilà, c'est de pouvoir partager des documents, des actualités, des études, ce type de choses, poser vos questions et répondre aux questions qui se posent. Donc voilà, je vous aurai le support de présentation pour vous connecter à cette plateforme. Et effectivement, si on n'a pas pu répondre aujourd'hui à toutes vos questions, vous avez encore la possibilité du coup de les poser sur la plateforme et d'avoir des réponses aussi d'autres collectivités. Voilà, en 2 mots, Héloïse. Super, merci. Bon, voilà, n'hésitez pas à insister avec vos questions si elles méritent attention sur le territoire. Vous allez avoir le lien dans le mail d'au revoir qui va être envoyé avec le lien vers le webinaire en replay, le lien vers Expertise Territoire, le lien vers la présentation. Également, côté Observatoire du covoiturage, on va bientôt sortir un nouveau site, teaser, qui reprendra donc pas mal d'éléments du site actuel et qui devrait, dans les mois suivants, intégrer aussi des pages sur les lignes de covoiturage et des données. Ça reprend une question aussi qui a été posée dans le chat, qui permet de visualiser les lignes de covoiturage disponibles. Ça, c'est un travail en cours et on l'attend dans les prochains mois. Voilà, en tout cas, merci encore et beaucoup à Amélie, Marie et Ludovic qui nous a quittés, et puis également à Honoré pour vos interventions. J'espère que ça a été utile pour l'ensemble des participants. Dernier mot sur le Fonds vert 2024, donc effectivement relancé. Les dossiers que vous déposez maintenant sont déjà reçus par les services de l'État et donc ça va permettre de voir si l'enveloppe reste pour 2023. Si vous les posez maintenant, ils vont ensuite être aussi automatiquement rebasculés en 2024. Donc il n'y a pas d'arrêt à avoir dans le moment auquel déposer le dossier, le plus tôt est le mieux. Ça nous permet d'avoir de la visibilité aussi pour calibrer les enveloppes. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur Aide Territoire pour déposer vos dossiers selon les conditions qui sont déjà précisées. Mais là aussi, vous aurez toutes les informations dans le mail d'au revoir. Merci encore à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.